Donc, je suis à côté de Jean-Michel Salle, qui va nous proposer la deuxième conférence sur la biodiversité. Alors, Jean-Michel Salle est chercheur au CNRS. Vous êtes économiste, vous êtes également agronome. Donc, vous allez nous parler de biodiversité. Qu'est-ce que la biodiversité? Est-ce qu'elle a une valeur marchande? Et est-ce qu'on peut vraiment mesurer, et comment on peut mesurer la biodiversité? Donc, je pense que ce sont des questions qui sont au cœur aujourd'hui des débats les plus importants. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir. Et je vous invite maintenant pour 45 minutes au pupitre. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, à mon tour, je remercie très sincèrement l'Université de Nantes qui me donne cette occasion de faire une conférence, sans doute sur le public le plus large qui m'ait été donné de rencontrer. Le mot affronter, ça s'applique sans doute pas, parce que je crains d'être moins audacieux ou politiquement incorrect que mon prédécesseur, et sans doute pas aussi brillant, mais vous allez devoir vous contenter de ça. Donc effectivement, mon cursus m'a mené il y a fort longtemps de l'agronomie, et même j'ai dû faire 6 semaines dans un labo d'écologie à essayer de voir si la recherche m'intéressait quand j'étais étudiant. Et finalement, j'ai très mal tourné, j'ai fait de l'économie, et c'est à ce titre-là que le CNRS me rémunère depuis une petite vingtaine d'années. Donc c'est de ça dont je vais vous parler. Mais je vais aussi vous parler un petit peu de biologie, parce que j'ai cru comprendre que devant un public aussi large, ça serait d'un optimisme tout à fait déraisonnable de croire que la notion même de biodiversité et les innombrables problèmes qu'elle soulève étaient maîtrisés et connus. Donc on va commencer par de la biologie que je vais vous présenter en toutes les compétences, puisque je n'en pratique plus depuis une vingtaine d'années. Autant commencer un petit peu fort. Je crois que c'est la seule citation en anglais, je vous rassure. Mais elle dit en quelques mots que les économistes sont totalement inféodés à l'idée que toutes les choses importantes, on doit arriver à leur donner une valeur au sens économique du terme, que nous préciserons, et en particulier les actifs naturels, les éléments d'environnement et tout un tas de choses comme ça. Et donc, si on peut les évaluer, ça veut dire qu'on va pouvoir les soumettre à la logique de l'économie, que nous préciserons aussi. Et donc la conclusion que j'ai mise en gras, c'est que la plupart des militants environnementalistes, non seulement ne sont pas d'accord, mais ils trouvent ça tout à fait répugnant. Et j'espère arriver à vous persuader que, contrairement à ce que la médiatisation laisse penser, la distance est beaucoup moins grande quand on regarde un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc dans la boîte, voilà ce que j'ai mis, avec un sympathique compagnon qui regarde ce que c'est, qui est devenu le grand fanion, l'espèce emblématique de la biodiversité, donc le dodo de l'île de Maurice, qui a disparu sous les coups des marins au XVIIe siècle. On va commencer par le commencement. Qu'est-ce que la biodiversité dans un paysage bucolique, de la biodiversité dont on rêve? D'abord, au cas où vous seriez passé à côté, le mot biodiversité est un néologisme qui est apparu il y a un peu plus de 20 ans comme contraction de diversité biologique, qui était une notion elle-même assez nouvelle, puisque jusqu'aux années 70, on parlait plutôt de diversité naturelle. La question qui est posée, c'est est-ce que c'est juste une invention sémantique qui a eu du succès? Et je rajouterai, mais je n'ai pas osé l'écrire, une suspicion qui me taraude depuis longtemps, c'est que les biologistes, je vais dire les vrais, ceux qui s'intéressaient à la nature, à son fonctionnement, avaient absolument besoin, au milieu des années 80, d'un mot qui insiste sur ce qu'ils pensaient être leur territoire, par comparaison au fait qu'ils étaient en train de se faire dépouiller de l'écologie quantitative par des physiciens, par des gens qui étaient meilleurs qu'eux et mieux armés dans le quantitatif. Donc ils se sont dit, le quantitatif, on n'est pas de taille, mais le qualitatif, là, on a un pré carré, c'est à nous. Et de même que mon prédécesseur s'inquiète sur l'attribution des budgets, je ne peux pas m'empêcher de penser que l'invention du slogan biodiversité était aussi un problème d'arbitrage budgétaire aux États-Unis, devant des biologistes qui étaient un peu affolés de voir leur budget partir à l'observation satellitaire, c'est-à-dire pas dans leur laboratoire. Mais au-delà de ces suspicions pas très fondées, qui de toute façon n'embêtent personne, on peut aussi penser, et c'est la thèse de Catherine Aubertin par exemple, que le mot biodiversité
dépasse le monde de la science et traduit le moment où la question de la diversité biologique, de la diversité du vivant, quitte le strict monde de la science pour entrer dans la sphère publique, voire dans la sphère politique. Et à ce titre-là, on peut dire qu'il a très largement réussi. On peut dire aussi qu'au moment où ce mot s'affirme, donc au milieu des années 80, eh bien, c'est le moment où se cristallise une série d'évolutions longues dans la perception de la nature. Et des choses aussi étonnantes que, par exemple, un petit livre de Pierre-Henri Gouillon résume assez bien sur les harmonies de la nature, où il dit que finalement, la vision optimiste de la nature comme harmonieuse, autorégulée, performante, qui s'était très largement imposée dans les années 70, enfin, qui était ancienne, mais qui s'était imposée socialement dans les années 70, a sans doute fait long feu, et les biologistes se sont aperçus que la nature était parfois imparfaite, parfois dans un phénomène d'essai-erreur non abouti, et que donc il ne suffisait pas d'être pour être efficace, pour être performant, pour être adapté, comme le laisse parfois croire la façon dont le darwinisme est vulgarisé. Alors on peut garder une définition de la biodiversité qui peut nous servir, c'est celle qui figure dans la Convention sur la diversité biologique signée à Rio en 1992. C'est la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris entre autres les écosystèmes terrestres, marins et autres systèmes aquatiques, et les complexes écologiques dont ils font partie. Cela comprend les 3 niveaux que vous trouvez partout, les espèces, la diversité entre les espèces, ainsi que la diversité entre les écosystèmes. Alors, sauver la biodiversité est devenu un sujet à la mode, et même un sujet à la mode qui peut prendre une dimension un petit peu folklorique, de fête villageoise. On trouve ça sur Internet, on en trouve 100 autres si cela vous amuse. Il peut y avoir des intérêts moins naïfs, moins folkloriques. On résume parfois ça par greenwashing, c'est-à-dire, finalement, comme tout le monde doit communiquer, et notamment les gens qui ont des choses à vendre au sens strict, que ce soit dans le monde économique ou politique, et la biodiversité connaît un très grand succès. Donc le greenwashing, c'est de repeindre en vert de vieilles idées pour leur donner un nouvel élan, un nouvel enthousiasme. Mais au-delà de ces choses un peu anecdotiques, on peut revenir sur la question de fond et d'abord d'essayer de comprendre d'où vient la préoccupation, d'où vient l'idée de biodiversité, même si la notion est plus moderne. Le constat que le vivant est divers, varié, riche, se trouve dans les textes les plus anciens, et notamment dans l'Ancien Testament, où il y a le mythe de l'arche de Noé, c'est-à-dire au moment où Dieu doit régler des comptes avec la création, finalement, un humain est chargé de sauver l'essentiel. Alors, il va mettre des couples d'un certain nombre de bestioles dans une arche pour les sauver. Évidemment, aujourd'hui, cette vision appartient plus à la dimension folklorique de la religion qu'à la religion elle-même. Mais sachez qu'au XVIIIe siècle, certaines des grandes expéditions qui ont été envoyées, et notamment en 1700 par Louis XIV, pour inventorier le vivant et la nature dans le monde, une d'elles qui passait à côté du mont Ararat avait comme mission explicite de gravir le mont, puisque c'est là où la tradition disait que l'arche était arrivée. Donc, cette idée est encore assez récente, 3 siècles, on peut considérer que c'est récent, et ça correspond à une époque où, effectivement, on a une vision fixiste des espèces visibles qu'on connaît, les animaux, les végétaux supérieurs. Fixiste ne veut pas dire qu'on pense que le monde est tel qu'il a existé de toute éternité, parce qu'on connaît les fossiles déjà à l'époque, et donc pourquoi on trouve des espèces fossiles qui ne sont plus présentes dans les champs, dans les forêts? Eh bien, l'hypothèse, partiellement validée d'ailleurs, c'est qu'il y a eu des grandes phases de destruction catastrophique, massive d'un seul coup, et qu'après, ça a continué, mais plutôt sur la base de celles qui avaient été sauvées, comme la gentille licorne. Tel point que c'est toujours dans cette thèse que Carl von Linné, lorsqu'au milieu du XVIIIe siècle, il va mettre en place le système de classification du vivant, qui marche toujours aujourd'hui, en 2 niveaux, avec le genre et l'espèce, eh bien, donc on date typiquement le début des choses sérieuses de la 10e édition en 1758, eh bien, clairement, il dit Dieu a créé et Linné a mis de l'ordre, pour que les hommes comprennent, bien sûr. Et dans sa vision des choses, il y a 2 niveaux de diversité, parce qu'il est quand même extrêmement compétent. Il y a la diversité entre les espèces,
Alors, je ne sais pas si c'est désagréable de rappeler ce que c'est qu'une espèce, parce que j'ai réalisé souvent, y compris avec des collègues qui travaillent avec moi sur la biodiversité, mais en tant qu'économiste, que c'est une notion pas très connue. Et ce n'est pas étonnant parce qu'elle est compliquée, mais une façon simple de se repérer, qui prend l'eau de partout, mais qui permet au moins d'avoir un repérage, hein, c'est l'ensemble des individus interfertiles donnant naissance à une descendance fertile. Donc ça, c'est une définition. Il vient de se passer quelque chose, voilà. Une définition liée sur la transmission. En revanche, ce que connaissaient donc les espèces, c'était fixé, c'était la création de Dieu. En revanche, ce que Linné connaissait aussi, c'était la variabilité dans les espèces. Il remarquait bien que les jardiniers ne font pas pousser des tomates que les consommateurs n'aiment pas, que les éleveurs savent très bien sélectionner les animaux les plus productifs en lait, en viande, des chiens pour garder le troupeau. Donc on avait la capacité de travailler sur la variabilité entre les individus. Mais ça, Linné dit clairement que ça ne l'intéresse pas, puisque c'est les hommes qui le font, ce n'est pas très intéressant. Évidemment, c'est ce qui va tout changer par la suite. Donc sur cette base-là, on commence avec Linné, qui a catégorié, je crois, 16 000 espèces, 10 000 animales, 6 000 végétales. Eh bien, l'idée qu'on va faire un grand inventaire de la création. Donc ça se poursuit aujourd'hui. On est arrivé à 1,7 million, 1,8 million d'espèces décrites. Il y a 10 ans, ce qu'on entendait partout dans les discussions scientifiques, c'était que la systématique, puisque c'est le nom de cette discipline, eh bien, c'était fini. D'ailleurs, on ne recrutait plus. Donc les systématiciens étaient le plus souvent des gens au voisinage de la retraite. Et à qui on n'avait pas permis de recruter des jeunes pour assurer la continuité, parce qu'on se disait que ce truc-là était pas très intéressant. Je crois que les choses ont beaucoup changé lorsqu'on s'est aperçu que derrière le travail un peu laborieux et peut-être pas très excitant, il y avait aussi toute une connaissance, une compréhension des mécanismes qui pouvaient aider à comprendre la spéciation, qui pouvaient aider à comprendre des choses plus modernes et plus intéressantes. Alors la question c'est, on en connaît 1,8 million, mais sur combien ? Il y a encore 20 ans, des gens vous auraient dit quelques millions, peut-être une dizaine. Aujourd'hui, on vous dit quelques dizaines de millions, peut-être 100. Alors, pour une raison qui m'échappe, on trouve répété d'articles en manuel qu'il y a une meilleure estimation entre 13 et 14 millions, bon, dont on peut trouver effectivement la déclinaison, mais pourquoi elle est considérée comme meilleure que les autres, ça reste un peu mystérieux, on va en reparler. Ce qui est intéressant à dire là-dessus, c'est que les espèces connues ne sont sans doute pas spécialement représentatives de celles qui restent à découvrir. C'est-à-dire, on ne connaît pas 10% dans chaque catégorie. Il y a des catégories qu'on connaît de façon très large, par exemple les vertébrés et surtout les mammifères, et il y a d'autres qu'on connaît beaucoup moins bien, soit à cause de leur nombre, comme les arthropodes et notamment les insectes, soit parce qu'ils sont un peu cachés, c'est-à-dire la microfaune du sol ou des choses beaucoup plus difficiles à étudier. Donc, la première conséquence que nous avons à retenir de ceci, c'est que la façon dont on va décrire la biodiversité et ses évolutions va se fonder sur une perception qui est non seulement partielle, mais en plus biaisée, ce qui est quand même un mauvais début quand on veut travailler sur un sujet. Alors ça, c'est une petite illustration que l'on doit à Alexander Humboldt, qui, lorsqu'il, au cours de son voyage autour du monde, gravit le volcan Chimborazo, qui était à l'époque réputé être la montagne la plus haute du monde, et où il met clairement en évidence qu'il y a une corrélation entre le type de végétation et l'altitude, et donc il met bien en évidence tous les étages de la diversité du vivant. Alors, aujourd'hui, évidemment, on est dans la visée évolutive. Donc évolutive ne signifie pas darwinienne, puisque bien avant lui, il y a notamment en France donc Jean-Baptiste Lamarck, qui est le père du transformisme, lui-même issu de réflexions moins clairement formulées qu'on trouve assez clairement chez les encyclopédistes. Alors clairement, ça serait peut-être trop dire, plutôt qu'on trouve chez les encyclopédistes. Après, bien sûr, vint Darwin, dont nous fêtons cette année le bicentenaire, et qui, à partir des pinsons des Galapagos, dont j'ai trouvé une image, se met à réfléchir sur qu'est-ce qui fait que sur cette île perdue au milieu du Pacifique, il y a eu une différenciation, une spéciation accélérée par rapport à ailleurs, et qui va le conduire, après plus de 20 ans de réflexion, et au moment où il sent que la concurrence est forte, c'est-à-dire il n'est pas le seul du tout à travailler là-dessus, il n'est pas isolé, comme on se plaît parfois à le dire, eh bien, il publie de l'origine des espèces sous la pression de la concurrence, parce que sinon, il risque de ne pas être le premier. En revanche, ce qui est intéressant à souligner,
et que soulignent certains écologues que j'ai eu le plaisir d'aller écouter, c'est que 130 ans après sa mort, ou 135 ans, c'est toujours quelqu'un qu'on cite, c'est quelque chose d'un petit peu désagréable. C'est-à-dire, quand on fait une discipline, souvent les auteurs d'il y a 150 ans, on est très heureux de leur contribution, mais on n'a plus réellement besoin de les citer en tant que tels. On les cite en tant que père fondateur à la patrie reconnaissante. Darwin continue à alimenter le débat par des idées originales qui vont très au-delà de la Vulgate qui dit la survie du plus apte, enfin ce genre de choses simplistes. Le darwinisme, c'est beaucoup plus compliqué et ça introduit y compris des choses, par exemple, sur le comportement, qui fait que les gens vont chercher des partenaires pour se reproduire ou vont coloniser d'autres terres, qui sont un des facteurs de l'évolution. Donc la vision darwinienne, si on veut revenir à des choses simples, c'est ce que le professeur Monod avait résumé de façon un peu drastique par le hasard et la nécessité. Le hasard qui, dans un processus de reproduction identique, la reproduction des gènes, normalement, c'est la même chose. Mais une fois de temps en temps, en général on dit aux étudiants une fois sur 1 million, eh bien, il arrive une mutation, c'est-à-dire il y a une erreur de copie pour une raison quelconque, chimique, physique ou autre. Et parfois, cette mutation va être retenue. Alors pendant longtemps, on disait elle est très généralement négative, donc elle n'est pas retenue. Puis vint la théorie neutraliste qui a montré que des tas de mutations peuvent s'accumuler pendant un certain temps. Elles n'ont pas d'effet déterminant sur la valeur sélective de l'espèce. Et un jour, elles permettront de se recombiner, puisqu'on sait que finalement, la plupart des espèces vivent en n'exprimant que 5 à 10% des gènes présents dans leur génome. Donc le reste, c'est un potentiel qui, en fonction de mutations aléatoires, s'exprimera un jour ou ne s'exprimera pas. De cette vision évolutionniste moderne, 2 conséquences essentielles. Premièrement, la diversité au sein des espèces est une diversité très très importante, ce qu'on appelle par raccourci la diversité génétique. En fait, c'est ce qui prépare à la fois le potentiel d'adaptation et éventuellement de spéciation. Deuxièmement, eh bien, mesurer la biodiversité en comptant des espèces, c'est sans doute pas quelque chose de terriblement pertinent. Donc la petite photo à côté, c'est des graines de maïs, des épis de maïs, pardon, dont on voit qu'ils ne se ressemblent pas du tout. Donc ils témoignent de la variabilité intraspécifique, puisque ces maïs restent interfertiles. Alors, je parlais tout à l'heure des extinctions catastrophiques, donc oui, il y en a eu. Donc la vie semble être apparue sur Terre, une Terre toute jeune, il y a 4 milliards d'années. La Terre était encore très différente de ce qu'on connaît aujourd'hui et très chaude. Et donc, il va sans dire qu'un très grand nombre de genres et d'espèces ont disparu depuis et donc sont apparus. Des estimations qu'on peut lire pensent que les espèces aujourd'hui présentes pourraient représenter moins de 1% de l'ensemble des espèces qui ont parcouru la Terre. En outre, les paléontologues ont identifié 5 grandes crises d'extinction. Donc, le temps géologique commence avec le Cambrien à droite de mon schéma et la période actuelle est à gauche. Et donc, on voit matérialiser par les grandes flèches jaunes les 5 grandes crises d'extinction, dont la plus grave est celle à la fin du Permien, il y a 250 millions d'années, pendant laquelle environ 90% des genres identifiés auraient disparu. Je dis identifiés parce qu'évidemment, les paléontologues n'ont accès qu'à une petite partie de la biodiversité qui existait à 250 000 ans. C'est celle qui a bien voulu se fossiliser et être retrouvée par les géologues du XXe et XXIe siècle. Donc, cette courbe me donne une drôle d'impression, c'est qu'on se dit, tiens, tout va bien à gauche, il n'y a jamais eu autant de diversité. Une explication vraisemblable, c'est qu'on manque beaucoup d'informations sur les périodes précédentes. Et je ne sais pas s'il y a de raisons particulières de penser qu'il y a plus de diversité aujourd'hui qu'il y a 100 ou 300 millions d'années. Alors ces crises, vous savez qu'elles sont associées à des événements catastrophiques, typiquement le volcanisme géant ou des météorites géantes qui d'un seul coup auraient profondément transformé en général le climat et donc avec des conséquences sur toute la vie. Aucune référence à l'exposé précédent, évidemment. Beaucoup d'auteurs pensent aujourd'hui que la pression humaine, et nous allons y revenir, sous toutes les formes sur lesquelles elle se manifeste, pourrait provoquer dans le siècle ou les siècles à venir une 6e phase d'extinction aussi importante que les précédentes, qui, elles, se sont déroulées sur des périodes beaucoup plus longues.
Et la mauvaise nouvelle, c'est d'une part, évidemment, qu'on en est responsable, on va y revenir, mais surtout que le temps de récupération après chaque phase massive d'extinction s'est mesuré en dizaines de millions d'années, ce qui veut dire qu'une fois que les coups sont partis, on n'a guère de moyens de revenir en arrière à un horizon raisonnable. Alors, une érosion accélérée de la biodiversité, avec un point d'interrogation que je n'ai pas mis d'ailleurs. Pourquoi une interrogation? Parce qu'on a bien du mal à mesurer la biodiversité. Je vous dis avec le sourire, compter les espèces, ce n'est pas une bonne mesure, mais qu'est-ce qu'on peut mettre à la place? Alors, pour mesurer les pertes de valeur, il y a eu d'abord des mesures locales, c'est-à-dire il y a des territoires qui ont été bien décrits il y a 200 ans, puis 100 ans. On les décrit aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a 30% d'espèces à moins, donc on se dit il se passe quelque chose. Donc évidemment, ça, ce n'est pas forcément très fiable, puisque les aires très bien décrites, c'est souvent des aires extrêmement anthropisées. Donc évidemment, elles ont été considérablement transformées. Pour les mesures du climat, je me rappelle avoir lu que la plus vieille station en France, c'était la station du parc Montsouris à Paris. Elle a été créée dans les champs qui étaient à quelques kilomètres de la ville de Paris. Aujourd'hui, elle est coincée entre le périph' et le RER. Donc la température a sûrement augmenté au parc Montsouris. Alors, il y a des approches modélisées, je vais en décrire une très simple, mais qui sont quand même un petit peu difficiles à valider. Alors, la plus connue, c'est ce qu'on appelle la loi d'Arrhenius, qui dit que le nombre d'espèces sur un territoire de surface grand A est donné par l'équation C, qui est une constante liée au type d'écosystème. Entre la toundra et une zone humide tropicale, il n'y a pas le même nombre d'espèces par hectare a priori. Et un nombre z, c'est un réel entre 0 et 1. Donc, si vous voulez, vous prenez la racine carrée au cubique. C'est typiquement ce qu'on trouve dans les estimations simples. Et donc, en gros, si vous avez 1 milliard d'hectares de forêt tropicale et que vous passez à 500 millions, eh bien, vous divisez, si vous avez pris racine carrée, vous divisez par 1,4 le nombre d'espèces susceptibles d'être trouvées dans votre milieu. Alors, est-ce que cette mesure est très fiable? À grande échelle, on n'est pas très sûr parce qu'on peut surtout évidemment la tester sur des choses à petite échelle. Et surtout, est-ce qu'on est capable de réellement mesurer le nombre d'espèces lorsqu'on en connaît entre, je ne sais pas, 5, 10, 15%? On ne sait pas très bien. Donc, il y a quand même eu des données un peu plus systématiques, mais sur une partie de la classification, et évidemment sur des catégories qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire les mammifères, et les espèces marines, parce qu'elles sont pêchées, les amphibiens, les oiseaux, en gros, les sous-catégories qu'on connaît le mieux. Donc, ce que vous voyez dans la partie gauche, c'est les données paléontologiques, donc qui montrent que, en gros, l'espérance de vie d'une espèce, c'est entre 1 et 10 millions d'années, puisqu'il disparaît une espèce sur 1000 par millénaire, ça fait sur 1 million, 0,1, ça fait sur 10 millions. Donc, une espèce vit entre 1 et 10 millions d'années statistiquement. Si on regarde les données historiques, donc un peu plus récentes, sur lesquelles on a des données, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit des rythmes d'extinction de 100 à 1000 fois supérieurs. Et lorsqu'on fait des projections sur l'avenir, ben là, on arrive encore à une multiplication par 10 ou par 100 en fonction des hypothèses qu'on fait et du type de milieu auquel on s'intéresse. Donc, c'est une mesure contestable. Donc, si vous avez la curiosité un jour d'ouvrir l'ouvrage fort polémique de Björn Lomborg, le Skeptical Environmentalist, je pense qu'en français c'est mot à mot, l'environnementaliste sceptique, qui s'est amusé à partir d'un tas de chiffres à montrer pourquoi ça pourrait être faux. Il ne faut pas, je vous conseille vraiment pas de prendre ce qu'il écrit au pied de la lettre, parce qu'il a tendance à faire cette erreur très fréquente chez les gens qui polémiquent, quel que soit le sujet, c'est de conclure d'une erreur de raisonnement de l'adversaire que le contraire de sa conclusion est vrai. Vous savez, en logique formelle, on dit pour montrer que P est vrai, on montre que non P est faux. Et on ne montre pas que non P est vrai. J'espère que je ne me suis pas trompé. Et donc, le fait que les gens qui ont mesuré la biodiversité aient fait des erreurs ne fera pas revenir le dodo à l'île Maurice. C'est ce que je veux vous dire, quoi. Si votre enfant fait une erreur en tapant sur la calculette sur la vitesse que mettra un œuf que vous lâchez pour arriver jusqu'au sol, ça ne l'empêchera pas de se casser.
Et je crois qu'il faut bien comprendre ça, quoi. Il y a des erreurs en permanence dans la science. L'erreur d'un scientifique ne montre pas que ceux qui disent le contraire ont vrai. Il faut que les autres montrent qu'eux-mêmes ont raison. Et donc, je suis tout à fait persuadé qu'on a une idée extrêmement vague du rythme actuel de perte de la biodiversité. Je suis tout aussi persuadé, pour des raisons que je vais vous donner, qu'on est en train de dégrader la biodiversité à une vitesse très très largement accélérée par rapport au temps pré-industriel, avant le XVIIIe siècle. Désolé, c'est absolument illisible, mais c'est un texte qui dit qu'avec une évaluation au niveau de l'Europe, dans le cadre de l'article 17 de la directive Habitat, on a identifié que 76% des habitats en France sont dans un état de conservation défavorable et 41% mauvais. Il y a aussi une partie très mauvaise, mais qui est beaucoup plus faible. Et pour les espèces, ça semble un peu meilleur, avec simplement 50% défavorables et 31% mauvais, mais beaucoup d'incertitudes. Et là, je ne peux que renforcer ce qu'a dit Vincent Courtillot avant moi. Le problème de l'incertitude est en permanence ce à quoi on est confronté sur des problèmes à grande échelle et complexes, comme le sont le climat et la biodiversité. Ce qui me convainc qu'en fait, malgré la précarité des mesures, il y a des choses qui se passent massivement, c'est que si on mesure mal les résultats, on a des indicateurs sur les causes tout à fait massifs. Donc d'une part, sur la conversion des habitats, je pense que vous lisez beaucoup plus vite que ce que je parle, donc je ne vais pas vous imposer la lecture de ce paragraphe, mais en gros, toutes les grandes activités humaines, au cours des siècles précédents et surtout du dernier, ont accéléré leur emprise sur la terre, que ce soit l'agriculture, l'élevage, la foresterie ou la déforestation, les villes, etc. Donc, la conversion des habitats est quelque chose de massif. Aujourd'hui, à peu près 50% de la surface du globe est directement sous l'emprise des hommes massivement, pas un petit peu c'est 100% bien sûr, mais massivement, par agriculture, élevage et des usages directs pour les transports et les implantations humaines. Et l'agriculture, à elle seule, représente 25% des terres émergées, avec évidemment de grands pôles qui correspondent non seulement aux endroits où il y a beaucoup de monde, évidemment, mais qui se corrèlent assez fortement à ce que Norman Maier a appelé les hotspots de biodiversité, c'est-à-dire les endroits où il y avait naturellement une diversité plus grande qu'ailleurs. Ce qui n'est pas très étonnant, ça veut dire que c'était favorable à la vie et en plus favorable à l'exploitation de la vie, donc la corrélation était inévitable. Il y a d'autres facteurs, la pollution des milieux, évidemment, le changement climatique, quelles qu'en soient les causes principales, une augmentation d'1 degré, déplace de 125 km vers les pôles les aires de tolérance des espèces et de 150 mètres en altitude en zone de montagne. La surexploitation des ressources est évidemment dans le même cas. Et enfin, ce qu'on appelle les espèces envahissantes ou invasives, dont le risque s'est largement accru. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'amener une espèce quelque part pour qu'elle se mette à tout envahir, c'est même assez rare. Mais comme en permanence on transporte des milliers ou des dizaines de milliers d'espèces quotidiennement en dehors de leur milieu, même s'il n'y en a que 0,1% qui réussissent vraiment à s'implanter et à faire des dégâts, c'est une catastrophe sur laquelle je commence à travailler. Donc si on veut illustrer les actions de l'homme, vous voyez, c'est la pêche massive, en plus ce sont des mammifères marins, la déforestation pour ouvrir des voies de communication, et là un plongeur qui est en train comme Pénélope, d'essayer d'enlever les Colerpa taxifolia qui sont en train d'envahir des herbiers à Posidonie en Méditerranée. Donc, conclusion, les causes sous-jacentes d'une érosion de la biodiversité qu'on mesure mal sont très largement de nature socio-économique. Alors, que sont les enjeux socio-économiques de la biodiversité? Eh bien, ils sont multiples, mais on peut en donner 3. Premièrement, il faut persuader nos concitoyens d'arrêter de considérer que la biodiversité, c'est le panda, l'ours des Pyrénées et le loup du Mercantour, mais que c'est au contraire la matière noire de la vie, c'est-à-dire des tas d'êtres vivants, en espèces ou en entités ou en population, qui en permanence font fonctionner la biosphère, et pour partie de façon tout à fait invisible ou très peu perceptible. Deuxièmement, il faut arriver à comprendre, à décrire d'abord et à comprendre la dynamique de la biodiversité, et donc ses conséquences en termes d'enjeux des choix individuels et collectifs, et de préparer des alternatives. Je le dirai un mot tout à l'heure, si on s'aperçoit, ce qui est vraisemblable, que les formes actuelles d'intensification de l'agriculture ne sont pas durables, il vaudrait mieux avoir des formes d'intensification alternatives, parce qu'une agriculture non intensive, on n'en a visiblement plus les moyens.
Il faut aussi mobiliser les acteurs sociaux. Pourquoi? Parce qu'une grande partie de la valeur de la biodiversité sur laquelle nous allons entrer est une valeur que les économistes appellent externe, c'est-à-dire qu'elle ne se manifeste sur aucun marché, qu'elle n'est pas clairement appropriable, en tout cas pas appropriée. Et donc, il faut des dispositifs ad hoc pour que les acteurs sociaux prennent en compte. Alors, les acteurs sociaux prennent en compte de façon de meilleure en meilleure, et en particulier la biodiversité et son évaluation a acquis un statut juridique amélioré. Bon, d'abord, il y a tout un tas de directives qui donnent un statut à tout un tas d'éléments de la biodiversité. Récemment, le Conseil d'État a validé l'idée d'une approche coût-avantage de toutes les décisions publiques, et notamment celles qui concernent la nature. Il est tout à fait clair, et je le redirai en conclusion, que valoriser la biodiversité ne vise a priori en aucun cas à en faire un bien marchand, parce que c'est quelque chose de complètement différent de transformer un bien en bien marchand. Alors, certains éléments de la biodiversité sont des biens marchands. Quand vous allez à la pêche, vous ramenez des poissons, vous avez le droit de les vendre. Mais ce qu'on appelle la biodiversité en tant que chose de complexe et d'interaction entre les êtres vivants, ce n'est pas appropriable, donc ça ne va pas devenir un bien marchand. Enfin, il va falloir mettre en place des institutions et des mécanismes de régulation aussi indépendants que possible du pouvoir politique soumis aux contraintes de court terme et aussi compétents que possible, et ce n'est pas toujours simple. Donc je me suis permis cette blague un peu idiote parce qu'elle est d'un pessimisme que je ne partage pas tout à fait, mais clairement, dans de nombreux problèmes, oui, la phrase dit « Est-ce que vous pourriez gentiment reformuler ceci dans des termes équivoques, inappropriés, vagues, qui tournent autour du sujet sans l'aborder, de façon à ce qu'on comprenne tous bien ?» Alors, comment peut-on mesurer la biodiversité? Je pense que c'est là-dessus que le début en tout cas, que je vais accélérer, parce que c'est horrible. Donc, la biodiversité est une notion multidimensionnelle, il y a le nombre d'identités, la pondération d'identités, est-ce que les identités se ressemblent ou sont dissemblables, quelles sont leurs abondances absolues, leur répartition dans l'espace, quels sont les niveaux d'organisation. C'est un truc assez compliqué. Donc, la richesse spécifique qu'on trouve partout, c'est-à-dire le nombre d'espèces, bon, ok, c'est facile à mesurer, mais c'est quand même très fruste. Donc, depuis longtemps, les écologues ont inventé des choses donc, qui tiennent compte des abondances relatives. Dans Simpson, c'est 1 moins la somme des probabilités de présence de l'espèce au carré. En gros, plus cet écu réparti, plus la somme des carrés est petite, et donc plus l'indice de Simpson est grand. Même mécanique un peu plus subtile pour l'indice de Shannon. Une deuxième catégorie d'indices sont fondés non pas sur les abondances relatives, mais sur la dissimilitude relative, qu'on appelle conjointe, d'une espèce. En gros, lorsqu'on ajoute une espèce, est-ce qu'on accroît beaucoup la biodiversité? Alors espèce, excusez-moi, on va dire entité, parce que ça marche quel que soit l'élément qu'on ajoute. Et donc à ce moment-là, le seul moyen, c'est de faire ce qu'on appelle un indice récursif, c'est-à-dire on prend l'écosystème, on prend une espèce, on regarde qu'est-ce qu'on ajoute le suivant, et ainsi de suite. Donc vous imaginez qu'avec ça, on ne va pas très loin. Alors mon labo a breveté un logiciel qui permet de calculer ça dans un temps raisonnable pour des milliers d'espèces, parce que jusqu'à présent, ça prenait des journées de calcul pour des ordinateurs, ce n'était pas terriblement intéressant. Donc malheureusement, ces indices sont amusants à travailler, permettent de réfléchir, mais ne donnent pas une information terriblement pertinente sur la biodiversité dans une perspective d'action et de conservation. Pour ça, si on veut faire du suivi, ce qui est absolument important, c'est l'abondance absolue des espèces et les variations, et ça passe à côté de tous les indices. Donc ce qu'on a compris, donc le jeu de mots était facile, je n'ai pas résisté, ça ne veut pas dire qu'on ne la mesure pas, ça veut dire qu'elle est énorme, c'est que plutôt que des indices, on va faire des indicateurs. Et donc on peut définir un indicateur idéal qui serait capable, à partir de quelques éléments observables simples, de donner une idée de ce qui se passe dans ce qu'on ne voit pas, de ne pas simplement donner une idée du nombre d'entités, mais une idée de l'intensité et de l'efficacité de leurs interactions. Et enfin, évidemment, ça serait intéressant uniquement si cet indicateur est sensible aux variations. Si l'indicateur il donne toujours 42, ou des fois il tombe à 41,5, ce n'est pas avec ça qu'on va arriver à alimenter le débat et faire prendre des décisions parfois douloureuses aux gens qui nous gouvernent. Donc concrètement, un indicateur unique, ça va être compliqué, mais avec des batteries, les experts arrivent assez facilement à donner une idée sur la tendance, une idée argumentée, pas juste un jugement d'expert à vue d'expert. Et donc il en existe.
La question, c'est de les alimenter, d'où mon titre, informer les indicateurs, ça veut dire les nourrir en information. On a un indicateur absolument extraordinaire, mais on ne le connaît que dans 1000 cas, ça ne sert à rien. Il faut le connaître dans des dizaines de millions de cas pour qu'on puisse arriver à l'alimenter. Donc là, ça limite considérablement le choix, et donc je vais vous en donner deux. Le premier, c'est l'indice trophique marin, qui mesure l'état des chaînes trophiques à partir d'un index compliqué qui tient compte des hiérarchies. Et donc, lorsqu'on voit son évolution depuis 50 ans, c'est sans ambiguïté, qu'on le prenne dans l'Atlantique Nord ou partout sur les côtes, il est très nettement orienté à la baisse. Il y en a un deuxième qui est ce qu'on appelle l'indicateur oiseau commun, du programme STOCK, qui permet d'utiliser la science populaire, puisque la plupart des gens arrivent à identifier des oiseaux. Et là, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce que, même si ce n'est pas très visible, vous voyez que la courbe bleue, qui est l'indice global, montre moins 7% en 15 ans. Bon, ce n'est pas négligeable, mais si on regarde les espèces agricoles, on est à moins 29, les forestières à moins 17, mais celles qui s'habituent au bâti, au milieu urbain, sont plutôt en montée, enfin sont à zéro, pardon, et les généralistes, celles qui savent passer d'un milieu à l'autre lorsqu'ils se transforment, ont même tendance à augmenter parce qu'elles sont avantagées par rapport à celles qui sont inféodées à un milieu. Donc globalement, plutôt une tendance à la baisse, mais une observation où le mot catastrophiste, bien que ce soit que sur 15 ans, ne s'applique pas. Alors, pourquoi la biodiversité est-elle importante? Il y a une liste fort longue que je ne vais pas énumérer parce que le temps passe. Mais au-delà d'une liste très longue de services, fondamentalement, la biodiversité est prévue comme une assurance, et même une assurance vie, parce qu'elle est corrélée à des enjeux majeurs comme la pauvreté, comme la sécurité alimentaire, comme l'approvisionnement en eau, puisqu'il y a des liens très nets entre le couvert et la façon dont l'eau ruisselle et circule, etc. Donc, les services écosystémiques, c'est quelque chose qui résulte des interactions entre les organismes, qui traduisent l'omniprésence de la biodiversité. Et en 2005 est sorti le Millennium Ecosystem Assessment, c'est-à-dire une expertise initiée par l'ONU qui a confronté, alors comme l'IPCC, 1300 scientifiques et qui a proposé, entre autres choses, une classification simple des services. Le problème étant que les services, chacun avait sa liste. Donc maintenant, depuis 4 ans, on a une liste qui ne sera jamais parfaite, elle est évidemment discutée. Il y a des articles dans la littérature pour dire qu'il faudrait la changer, qu'il en faudrait plusieurs, qu'il faudrait ceci et cela, mais une qui permet de discuter et de procéder à des calculs. Alors vous voyez, évidemment, c'est un peu compliqué entre les 3 types de services, l'auto-entretien était à la base de tout ça, et les éléments fondamentaux du bien-être humain, que sont la sécurité, les éléments pour une vie agréable, la santé, et même des bonnes relations sociales. Je ne peux pas vous présenter tout ça dans le temps imparti. Donc, des exemples rapidement. Premièrement, combien coûte l'effondrement des pêcheries maritimes? Eh bien, il faut se rappeler qu'un milliard d'êtres humains se nourrissent, leur principale source de protéines animales, c'est les poissons. Et la petite courbe, ce n'est pas toutes les pêcheries, c'est les pêcheries à la morue sur les bancs de Terre-Neuve. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que depuis le milieu du 19e siècle, ça montait tout doucement avec des fluctuations liées à je ne sais quoi, jusque dans les années 60. Dans les années 60, on a fait un progrès considérable dans les techniques de pêche, et donc en 10 ans, on a triplé les captures. Et en 10 ans, les captures se sont effondrées en maintenant l'effort, parce que, évidemment, le stock n'a pas tenu le choc. Donc après, la première phase de régulation s'est un petit peu remontée, et donc le dernier chiffre est de 92, je crains de ne pas connaître les derniers, mais effectivement, la pêche dans cette zone-là est totalement réglementée et encadrée. On pourrait parler de la pollinisation, il y a les abeilles domestiques, mais une grande partie de la pollinisation est faite par des pollinisateurs sauvages et des tas d'espèces. Les risques sanitaires, on sait que la biodiversité tente à atténuer la dispersion des maladies et qu'au contraire, un effondrement de milieux favorise un certain nombre. Ce que je vous disais tout à l'heure sur l'agriculture, donc je ne le répète pas, vous connaissez le slogan de la révolution doublement verte, par référence à la révolution verte des années 70, qui consistait à intensifier, à travers les intrants, les tracteurs, les agricultures des pays en développement. Et enfin, la biodiversité comme support de nouvelles technologies, à travers la biomimétique, inspiration, l'idée d'utiliser la biodiversité bactérienne pour produire des tas de choses qui se font en ce moment dans un cadre chimique, ou la biorémédiation, c'est-à-dire comment réparer les écosystèmes qui ont été abîmés. Donc là, c'est un petit schéma qui explique le passage entre, à gauche, la structure des processus biologiques de fonctionnement des écosystèmes,
qui aboutit à une série de fonctions qui alimentent, donc dans ce qui est en orangé, qui est la partie humaine, une série de services qui sont producteurs de bénéfices en valeur pour les êtres humains. Bon, ça, c'est l'évolution de l'écologie du paysage à l'échelle européenne, avec ce que fait l'Agence européenne à Copenhague. Et on voit qu'il y a, en tout cas en France, beaucoup plus de rouge, qui est l'endroit où ça se dégrade, que de vert, à l'endroit où ça s'améliore, ce qui n'est pas le cas en Europe de l'Est. Cette même étude a travaillé sur ce qu'elle appelait le coût de l'inaction, c'est-à-dire essayer de construire, ça s'appelle The Economics TIB, l'économie des écosystèmes et de la biodiversité, et donc est en train d'essayer, donc je n'irai pas plus loin que ces petits schémas, est en train d'essayer de construire, mon exposé-ci, je suis désolé, comment, à partir de scénarios de politique économique générale, internationale ou de l'OCDE, on regarde l'impact sur l'affectation des sols, on essaie de créer des scénarios, des conséquences sur la biodiversité et d'aboutir à une modification de la valeur des services que la biodiversité nous rend. Donc, on arrive à la fois au point crucial, mais qui ne va pas être l'essentiel de l'exposé, c'est est-ce qu'on est capable d'évaluer la biodiversité? Et donc, d'abord, est-ce que c'est techniquement réalisable ou est-ce que c'est une histoire d'extraterrestres? Est-ce que c'est moralement acceptable ou est-ce que c'est une histoire de complot visant à nous faire accepter un droit de détruire à moindre coût? Ou est-ce que c'est juste une question naïve à laquelle quelques scientifiques peu préparés ont accepté de répondre sans savoir dans quel piège ils se faisaient attirer? Alors, perspective économique, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être n'êtes-vous pas familier avec la notion économique de valeur, avec un petit v, et pas les grandes valeurs éthiques qui fondent le vivre ensemble. Elle a 4 caractéristiques sur lesquelles je reviendrai brièvement. D'abord, c'est une valeur anthropocentrée. C'est la valeur pour les êtres humains, pour les seuls humains. Vous savez qu'il y a des philosophies qui essaient de s'intéresser à écocentrer ou biocentrer le fait que d'autres espèces ont un droit à la vie. D'autre part, elle est subjective, ce qui pose le problème de l'information. Les gens ne perçoivent de perte de valeur que s'ils le comprennent. Et donc, si on détruit des choses qui vous rendent des services, mais vous ne le saviez pas, vous ne vous en rendrez compte qu'une fois que le service vous manquera vraiment. Elle est utilitariste, c'est-à-dire la biodiversité n'a pas de valeur en soi, mais uniquement en ce qu'elle contribue à notre bien-être. Enfin, elle est marginaliste, c'est-à-dire les mesures absolues, il ne faut pas trop s'y attacher. Ce qu'il faut comparer, c'est par rapport à quoi est-ce qu'on a comparé. Donc, la conclusion de ça en général, c'est qu'à de la valeur économique, ce qui est utile est rare. Alors, utile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça nous sert à quelque chose. Et ça pose une question, c'est est-ce que toute la biodiversité est utile? Sans doute pas. Le problème, c'est d'identifier quelle partie nous est réellement utile. Si par ailleurs vous adorez observer des orchidées, vous pouvez penser que toutes les espèces d'orchidées vous sont utiles en tant que source d'agrément de vos week-ends. Est-elle rare? Il faut comprendre la notion économique de rareté. La biodiversité n'est pas rare, ça représente des milliers de milliards de tonnes. Mais elle peut être rare dans le sens où elle n'est pas disponible gratuitement pour tout ce que nous aimerions lui demander. Par exemple, les pêches se cassent la figure. Donc, en tant qu'économiste, le meilleur indice de rareté, c'est que le prix augmente. Mais pour qu'il y ait un prix, il faut que la denrée soit appropriée et qu'il y ait un marché. Évidemment, pour l'essentiel des valeurs de la biodiversité, il n'y a ni appropriation ni marché. Donc, ce qu'on peut se demander à ce moment-là, c'est est-ce qu'il y a un coût? C'est-à-dire, lorsqu'elle baisse, est-ce qu'on subit des coûts, ce qu'on appelle des coûts d'opportunité? On perd l'opportunité de faire un certain nombre de choses. Dans mon petit schéma, c'est 2 technocrates comme moi qui arrivent devant l'arche de Noé et qui disent qu'ils sont un couple de bureaucrates qui sont tout aussi importants pour la biodiversité de la planète que n'importe quelle autre forme de vie. Je ne vais pas y arriver. Mais je ne voulais pas, en tant qu'économiste, vous priver du plaisir de voir une petite courbe. Comment les économistes raisonnent sur la biodiversité? Eh bien, en opposant la courbe qui descend de gauche à droite, qui est les avantages décroissants d'avoir de plus en plus de la biodiversité. Au début, c'est essentiel. Après, on peut penser que c'est de moins en moins indispensable. Aux avantages qu'on en tire, c'est-à-dire on a nécessairement besoin d'en détruire une partie pour manger, pour se nourrir, pour vivre, mais au fur et à mesure, sans doute, on la détruit pour des raisons de moins en moins valables. Alors, le tour de passe-passe, je vous le dis tout de suite, c'est de mettre les 2 courbes sur le même segment. Parce qu'en fait, on sait très bien les construire séparément, mais malheureusement, les abscisses, les coller ensemble, c'est un tour de passe-passe que je vous expliquerai plus tard, ou ailleurs. Mais si on y arrivait, eh bien, l'idéal des économistes serait d'aller au point haut. En fait, on peut soit être dans l'objectif 1, c'est-à-dire peu ambitieux,
peu ambitieux, ça veut dire qu'on renonce à des avantages pour de petits bénéfices, soit on va au point 2, et là on est très ambitieux, et on refuse des avantages importants pour protéger une biodiversité qui nous apportait peu de services. Je ne sais pas comment finir dans un temps raisonnable. En gros, ce qu'on oppose, c'est d'une part une approche qui consiste à rationaliser la stratégie de conservation. Donc ça veut dire qu'en tout point, il faut que 1 euro ou 1000 euros investis dans la conservation aient la même efficacité. Alors efficacité en quoi? En unité de biodiversité préservée. De là, on est renvoyé au point précédent, c'est comment on mesure ces unités. Au cas par cas, on bricole, mais on a beaucoup de mal à le faire. Soit ce qu'on veut, c'est rationaliser l'effort de conservation. Et à ce moment-là, non seulement on fait ce calcul suppose de créer des classes d'équivalence qui peuvent être écologiques. Mais en plus, il faut confronter l'efficacité à la performance qu'on retire de 1000 euros investis ailleurs. Et ailleurs, ce n'est pas forcément en allant dîner sur le restaurant des Champs-Élysées. Ça peut être en créant des hôpitaux, des écoles, donc des choses qui ont aussi une forte valeur sociale. Enfin, on peut simplement essayer d'avoir une valeur qui permet d'avoir une idée de la valeur de ce qu'on détruit et donc de la comparer au coût d'opportunité de la conservation. Donc pour ça, on a créé tout un tas de sous-catégories qui permettent de dépasser tout un tas de débats dans lesquels nous reviendrons peut-être dans la discussion parce que le temps est écoulé, et qui posent le statut de qu'est-ce que sont les citoyens. Est-ce que ce sont des agents altruistes ou bien des citoyens Bon, ça ne fait que résumer la chose précédente. Pour ça, il existe tout un tas de valeurs, de méthodes qu'on peut illustrer. En haut, c'est l'accord Merckx-Inbio, c'est-à-dire l'accord d'un laboratoire pharmaceutique avec l'institut qui fédère les parcs nationaux au Costa Rica. Il lui a donné un chèque en échange d'un droit, d'une prérogative pour exploiter la diversité biologique, pour faire de la bioprospection. Et en bas, donc, la valeur récréative des gens de l'écotourisme qui traversent le monde pour aller voir de beaux sites. Toutes ces approches, j'ai presque fini, ont des limites très fortes. À quoi peut-on les appliquer? Eh bien, à la diversité, c'est difficile. Aux gènes, c'est ce qu'on fait de la bioprospection. Aux espèces, on a des tas de cas, parce qu'aux États-Unis, la loi sur la protection des espèces oblige à ce qu'il y ait des évaluations préalables. Donc, on a des centaines d'évaluations publiées ou non publiées. Sur des milieux, des écosystèmes, on en a pas mal, on en aura de plus en plus avec la directive Habitat en Europe. Ce qu'on aimerait, c'est évaluer des fonctions, c'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qu'il nous faut pour que les écosystèmes fonctionnent bien et soient en mesure de nous rendre des services? Parce que ce qu'on sait évaluer, ce sont des services, parce que c'est plus proche d'un comportement de consommateur. Donc, pour une analyse économique, c'est plus robuste. On sait construire des classes d'équivalence, et maintenant, avec le MEA, on a des classes d'équivalence. Le problème, c'est que les jolis lémuriens de Madagascar pourraient être qui ont une valeur patrimoniale importante, mais une valeur de service sans doute beaucoup plus faible, pourrait être écrasée par le fait qu'il y a des services dont on a vraiment besoin, comme la pollinisation, ou bien le travail de lutte contre les inondations que procure une biodiversité sur les espaces côtiers, ou ce genre de choses. Donc là, c'était juste une illustration de ce que nous avons fait pour le centre d'analyse stratégique qui nous demandait de calculer des valeurs de référence à intégrer dans le calcul économique public. Et nos conclusions principales sont que les services non marchands sont largement supérieurs aux services marchands. On a trouvé 1000 euros de services par hectare et par an pour de la forêt, qui présentent des services marchands qui sont plus proches de 100 euros, si on prend le bois par exemple. Les valeurs de référence, évidemment, ne sont que de référence. Toutes les forêts n'ont pas la même valeur, vous vous en doutiez. Il faut aussi avoir une perspective temporelle. Si les écosystèmes sont en train de se raréfier, un certain type, alors il faut prendre tout de suite une valeur plus importante pour eux. Enfin, il faut penser à avoir des procédures permanentes qui explicitent l'usage et les conditions le choix et l'usage des valeurs qu'on intégrera dans le calcul économique. Là, la seule idée importante que je vous donnerai là-dessus, c'est que autant je pense que ça a tout à fait un sens d'évaluer les services écosystémiques amenés par un hectare de forêt, de prairies permanentes ou de zones humides, autant je pense qu'évaluer la totalité des services de la biodiversité, c'est un exercice au moins hasardeux. Donc ça avait déjà été fait il y a une dizaine d'années par l'équipe Costanza et Pimentel, qui était arrivé à l'idée que chaque année, les services écosystémiques représentaient à peu près le double de la valeur de tous les services marchands à la surface du globe, du produit brut marchand. Donc ça avait fait du bruit. C'est deux articles, un dans Nature, l'autre dans Science.
Néanmoins, tout le monde sait que c'était très contestable et sans doute dangereux. Aujourd'hui, il y a un nouvel exercice massif qui se met, c'est TIB, sous l'organisation de Pavan Sukhdev, qui aboutira, j'espère, à des résultats bien meilleurs. Donc, en conclusion, évaluer la biodiversité, pourquoi faire? J'ai eu tort de vous dire tout de suite. La première information importante que je voudrais que vous reteniez, c'est que la science ne nous dit pas, n'a pas à nous dire ce que nous avons à faire. La science nous donne des informations, nous aide à comprendre les enjeux, à agir plus efficacement. C'est la morale, c'est la politique, c'est l'éthique qui nous dit ce que nous devons faire. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui se pose de façon explicite, forte et à court terme la question de l'évaluation de la biodiversité? C'est parce qu'un certain nombre de gens éclairés ou d'élites politiques ont compris que nous sommes irrémédiablement à court terme dans un monde de rareté. On est de plus en plus nombreux, de plus en plus puissants, de plus en plus riches, malgré la crise actuelle. Et donc, rareté, ça veut dire qu'il faut faire des choix. Il faudra aussi faire des choix sur la biodiversité. L'idée d'avoir, alors en particulier, gérer la biodiversité ordinaire, celle qui est partout, celle qui sous-tend la vie en tout point. Et donc, avoir des valeurs, c'est l'idée, c'est le rêve d'avoir les moyens de gérer plus efficacement, peut-être de façon plus juste, en tout cas plus consciente et surtout discutable. C'est-à-dire, une fois qu'on est passé par des chiffres, si vous voulez faire une contre-expertise, vous trouvez 3 économistes, vous refaites des calculs et vous calculez. Ce qui nous a été montré sur le fait qu'on pouvait calculer pour le climat, c'est tout à fait différent de dire « je veux protéger les orchidées parce que je les aime ». Ça, vous ne pouvez rien faire contre le fait que j'aime les orchidées. En revanche, vous pouvez faire, on a fait un petit calcul, et protéger tel espace où il y a des orchidées, ça a un coût d'opportunité de temps, et on le met en face d'autres coûts ou d'autres dépenses qu'on pourrait faire ailleurs. J'insiste sur le fait que donner une valeur, ça se met dans le cadre de procédures de choix publics, donc ça n'a rien à voir avec le fait de mettre la biodiversité dans le commerce juridique. Et donc je conclurai par une citation de Jeffrey Hill, qui est un des grands économistes américains qui a travaillé sur la biodiversité, et qui disait que si notre préoccupation est de conserver les services écosystémiques, l'évaluation est largement non pertinente. En matière de protection de la nature, l'évaluation n'est pas nécessaire ni suffisante. On conserve beaucoup de choses que nous n'évaluons pas et peu de ce que nous évaluons, ce que j'ai illustré par un cas de braconnage qui désole un garde africain. Et je conclurai sur cette image bucolique de la biodiversité un peu mystérieuse qu'il faut faire des efforts pour découvrir. Je vous remercie de votre attention. On se retrouve dans 5 minutes pour les questions, les réponses et puis le débat avec nos 2 conférenciers et les élus. Voilà, 5 petites minutes, 7. Merci beaucoup.